Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression de Label. Expression qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'œuvre de Cheikh Charles Sow, Cycle de sécheresse. Et dans nos deuxième partie, nous vous parlerons de la visite que nous avons faite à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle de Siban. Et nous terminerons par la chronique de Soulé, quelle stratégie pour venir à bout de la Covid-19, les alternatives qu'il va nous proposer. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Soulé, bonsoir. Bonsoir Paul. Voilà, Cycle de sécheresse de Cheikh Charles Sow, c'est un recueil de nouvelles composé de 9 nouvelles. Cycle de sécheresse, première nouvelle, les tam-tams et danses nocturnes, Aïda où la méprise, la jeunesse féminine s'organise, Quête, le clan des fauves, le cimetière des masques, le récit des vents, l'exil et le combat. D'accord? Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur Cheikh Sow? Pas grand-chose parce que personne quasiment n'a fait des études, des recherches sur la biographie, la bibliographie de ce grand monsieur qui est resté un peu à l'ombre des écrivains alors qu'il passe pour être l'un des meilleurs nouvellistes africains. Alors, Cheikh Sow est né à Saint-Louis du Sénégal en 1946. C'est un novelliste, comme je l'ai dit, qui excelle dans ce genre. Il a publié Après-demain les nègres et Le rôle du tyran, qui ont été primés d'ailleurs au concours de la meilleure nouvelle de langue francophone. Alors, Cycle de sécheresse, quand on le lit, on sent que le tragique sécheresse qui a ravagé une bonne partie de l'Afrique du Sahel est le thème central de ce recueil de nouvelles, n'est-ce pas? Les textes rassemblés débordent de très loin de simples reportages pour dériver vers l'imaginaire et nous entraîner à leur suite dans le labyrinthe d'une étrange quête initiatique. Donc, au fil des 9 nouvelles, Cycle de sécheresse montre le visage de la sécheresse qui met à mal la végétation et les animaux, mais évoque aussi et surtout la sécheresse humaine qui fait tant souffrir les hommes et qui est le ciment d'ailleurs de toutes ces 9 nouvelles-là. Quand on lit les titres des 9 nouvelles, est-ce que ça donne une idée déjà de la relation qu'il y a entre les titres et le titre de l'œuvre même? En ce qui concerne Cycle de sécheresse, je parle bien du recueil de nouvelles. Ce recueil a pris le titre, a emprunté le titre de la première nouvelle du recueil. Et cette première nouvelle du recueil, Cycle de sécheresse, est constituée de plusieurs tranches de vie, 6 tranches de vie. D'abord, on parle de la sécheresse qui concerne la douleur physique de ceux qui n'ont pas eu à se nourrir, avec cette femme qui va avec son fils qui va mourir, son enfant qui va mourir chez les religieuses, et cet enfant est sauvé, mais la femme finit par mourir. Et la mort de cette femme-là nous renvoie à la structure classique de la nouvelle, avec sa chute qui est incontournable. Et justement, cette chute concerne cette femme qui meurt alors qu'elle était censée vivre pour garder son enfant, mais elle s'est sacrifiée pour son enfant. Tout le monde pensait qu'elle allait résister à la fin, mais dès qu'elle a su que son enfant était en vie, elle s'est laissée partir. Donc la première sécheresse, c'est la sécheresse climatique. La sécheresse climatique, mais la sécheresse des cœurs aussi. Ouais. Parce que cette femme était entourée de personnes qu'on peut appeler nantis. Mais elle n'a reçu l'aide que des religieuses qui s'occupent des dispensaires, comme on connaît là où les religieux et les religieuses font un travail parce que l'État ne s'occupe pas de ces personnes-là. Ils sont là où l'État n'a jamais mis les pieds. Et c'est justement cette religieuse-là qui sauve l'enfant. Et la femme se libère et se laisse aller parce que son enfant est en vie. C'est cette sécheresse morale qui continue avec ce personnage qui revient plusieurs fois dans Cycle de sécheresse, dans la nouvelle, la première nouvelle, Karim qui est nanti, Karim qui fait partie des barons de la République, mais Karim qui est dans une médiocrité telle que cette nouvelle qui le concerne, on le voit à la fin. Quand Cheikh Sow dit Karim souillait l'eau claire, dégageant alentour une écœurante odeur de pourriture. Il vomit parce qu'il s'est saoulé, il s'est enivré. On voit ici cette médiocrité morale, cette sécheresse morale qui habite cette misère morale, cette sécheresse morale qui habite cet homme qui pourtant matériellement est très nanti. Karim, c'est quelqu'un qui est pourri de l'intérieur.
C'est ce que Cherso va nous donner. Et après, il y a cette femme qui réussit à partager une manne tombée du ciel. Et c'est tellement pittoresque, tellement novateur que de voir que quand les hommes n'ont plus donné à manger aux autres, alors qu'ils en ont les moyens, ce sont les animaux, des pélicans, qui ont dans leur bec du poisson et qui, d'une façon ou d'une autre, jettent ce poisson-là à une famille, à 2 familles qui peuvent se nourrir, parce que justement, les humains ne le font plus, et c'est là, ce sont les animaux qui font le travail à la place des humains. Et la 4e tranche de vie, c'est encore Karim. Encore Karim qui ne fait rien pour que les hommes s'en sortent, mais Karim qui refuse l'aide venant de l'étranger. Parce que justement, il est au port et il demande à ceux qui amènent de la nourriture de payer des taxes, sinon cette nourriture ne rentre pas. Et cette nourriture est repartie parce que justement, c'est une ONG qui ne devait pas normalement payer de taxes. Et c'est toujours Karim qui, le problème administratif, et c'est sécheresse qui va jusqu'à ce que l'eau qui devait être pour tout le monde est seulement gardée pour les citadins. Ça, c'est la 5e tranche de vie. Et les bœufs se révoltent, le berger se révolte, et il se charge de vandaliser l'aqueduc pour donner de l'eau à tout le monde. Et que cette eau n'arrive pas seulement en ville pour ceux qui ont des piscines, alors qu'à l'intérieur du pays, les bœufs crèvent. Je dis crèvent, justement, parce qu'il n'y a pas d'eau du tout. 6e tranche de vie, c'est Idrissa, Idi qui, en fin de compte, appelle les riverains, appelle ceux qui habitent sur la côte, et ces personnes peuvent utiliser une aide venant de Suède. Pourtant, les Karim, les Mokhtar, toutes ces personnes-là sont là, et sont les Suédois qui aident de façon très discrète. Avec cycle de sécheresse, ça nous rappelle cette croyance empirique, peut-être scientifique aussi, qui dit qu'il y a un cycle de pluie qui va succéder à un cycle de sécheresse et vice-versa. Peut-être qu'on va penser aussi à la référence biblique, les vaches maigres et les vaches grasses. Et justement, on est dans ce cycle-là où on est dans la sécheresse. Et peut-être que c'est une note d'optimisme que de penser qu'après la sécheresse viendra la période des vaches grasses. Dans la 2e nouvelle intitulée Tam Tam et danse nocturne, Cheikh Sow s'interroge, n'est-ce pas, sur la sagesse et la folie lorsqu'on entend le son des Tam Tam. Et il nous donne une vaste palette des types de Tam Tam, d'accord? Des types de Tam Tam avec des rythmes qui vous captivent. Le narrateur utilise une palette d'expressions relatives au Tam Tam, le ndund, le touli, le mbeng, le claquement du sabar, du mbalakh, percussion mélodique qui vous entraîne à la danse, et surtout quand il y a le tama. Le tama, c'est le tam-tam d'Essel, et qui est déroutant, qui vous entraîne dans le tous. Tous, la chorégraphie, quand ils ont attaqué un dagagne. Quelquefois, il y a ce qu'on appelle un dagagne, un rythme envoûtant, ou un kudjan mat. Kudjan mat, ce sont des danses, c'est très comique, ça prête à sourire. Le salut au serpent, ou qui vous pousse à danser un tatou laoubé. Alors là, je laisserai Innocent interpréter, probablement. Tout cela l'entraîne dans une frénésie au bord de la transe, de la folie. Donc, alors, cette nouvelle-là, c'est une sorte d'hommage aux instruments de musique, à la danse, à la femme, mais aussi une forme de critique aux gens qui disent aujourd'hui que nos danses sont grossières. Ces danses-là sont grossières, vulgaires. Alors, Cheikh affirme d'ailleurs, et je le cite, que cette vision est torturée, diminuée par l'appauvrissement moral nouvel. Des gens qui ne saisissent plus rien, et il dit d'essentiel à cause de leur déracinement relatif aux nouvelles mœurs, aux religions derrière lesquelles ils se cachent. N'est-ce pas? Une forme de sécheresse de la sensibilité des Africains, des Sénégalais, des Africains en gros. Donc c'est dans la continuité de ce qu'Innocent a dit, cette sécheresse. Et le style est frénétique, on le sent. On sent qu'il est engagé là, qu'il est très critique à l'égard justement de ces comportements-là. Mais qu'il montre son attachement à la culture, à la danse, à la musique. Ensuite, il y a Aïda ou la méprise. Une autre nouvelle assez savoureuse, un peu comme les 2 premiers d'ailleurs. La sécheresse est vue ici de manière métaphorique. C'est celle qu'on retrouve
dans l'esprit des jeunes, de la jeunesse africaine, d'œuvrer et complètement les yeux rivés vers l'Occident, l'Europe. Ils rêvent tous d'aller en Europe. Et chaque saut, en bon pédagogue, va mettre au sein de ces jeunes un grand orateur, grand pape. Le nom d'ailleurs est très évocateur. Grand pape, c'est un peu comme le pasteur, le directeur de conscience, qui fait comprendre à ces jeunes désœuvrés, à ces jeunes rêveurs, qu'attention, on peut construire des rêves en Afrique. On peut s'en sortir en Afrique. Et là, il n'est pas du tout afro-pessimiste, il est vraiment optimiste. Il aide ces jeunes à longueur de journée, ses frères, disons. Il leur parle de la possibilité de réussir en Afrique. Et malheureusement, ces discours ne passent pas, ou ça passe difficilement. Et à défaut d'aller vers l'Europe, ils vont parfois chercher à se construire une vie peu recommandable. Et c'est ainsi qu'un des personnages veut s'accrocher à une jeune dame qui a réussi, qui s'est épanouie. Et son ami lui signifie, écoute, la coqueluche, celle qui est devenue la coqueluche des jeunes garçons du quartier, est tombée amoureuse de toi. Ah, il est complètement ébloui, il va le suivre et effectivement il arrive dans le bar, elle gère un bar et dans le bar, avant même qu'il ne s'installe, il y a déjà un protocole, on lui sert tout ce qu'il veut et vraiment il commence à beaucoup rêver, mais c'est vraiment son rêve, il va être déçu. Parce qu'en fait, quand la gérante dont il est amoureux arrive et lui fait la proposition, parce qu'elle a été seulement invitée à accepter une autre histoire d'amour. Et bien, quelle est-elle? Cette entremetteuse lui propose en fait d'avoir des rapports homosexuels. Alors là, il tombe malade. L'alcool qu'il a bu n'arrive pas du tout à le sortir. Son rêve se brise. Le rêve pour aller en Europe est brisé. Le rêve d'avoir cette jeune dame que tout le monde rêve d'avoir également est brisé. Et bien, c'est la déchéance. La déchéance. Je suis d'accord avec toi quand tu dis on ne peut pas peut-être déjà sentir le pessimisme. Je pense qu'il y a plutôt de l'optimisme. En attendant, on verra. Oui, parce que dans la nouvelle qui suit, la jeunesse féminine s'organise. J'ai l'impression que c'est tout autre chose. Alors, la jeunesse féminine s'organise, c'est une antithèse. C'est une antithèse. Et dans cette nouvelle-là, comme dans toutes les autres nouvelles, cher Charles Sow ne fait pas vraiment une description physique des personnages. On peut deviner à quoi ils peuvent ressembler physiquement avec 2 ou 3 traits, mais au final, il n'y a pas une description complète des personnages. Par contre, la description psychologique, elle est parfaite. On sait à quoi correspond chaque type de personnage. Ce sont des nouvelles psychologiques et la jeunesse féminine s'organise est une nouvelle psychologique. Et c'est tellement douloureux, c'est très très douloureux. C'est Pauline qui est infibulée, violée par Mokhtar, qui le raconte à David et qui raconte à David, son ami, son crime. Le jour de la fête nationale, ils sont sur les tribunes, sans état d'âme, comme si c'était un exploit. Voilà pourquoi on en revient à ce titre de cette nouvelle qui est une antithèse, parce que Pauline a été offerte à Mokhtar par une femme. Parce que Pauline voyait d'autres femmes matériellement nanties, des jeunes filles de son lycée, accompagnées du proviseur, qui fréquentaient certains salons avec une mère maquerelle, une entremetteuse, qui leur proposait au plus offrant. Et Pauline a voulu avoir les jolies robes, les jolies tenues de ses camarades.
elle finit violée. Voilà, elle a été violée même si ce n'était pas possible physiologiquement. Alors on imagine le drame. On imagine le drame physique. On imagine cette douleur qui est un personnage qui est doublement violé. Voilà. L'infibulation, voilà. Et une situation qu'on peut difficilement imaginer. Et c'est toute la prouesse de Cheikh Sow qui a réussi justement à nous dire ce qui s'est passé et qui a eu assez de doigté pour qu'on puisse, en dépit de tout, finir de lire la nouvelle. Je pense que cette sécheresse, hein, on continue à voir ça. Hein. Comme tu l'as dit, je pense qu'il procède très souvent plutôt par métaphore. Oui. D'accord. Et c'est ce qu'il continue, par exemple, dans la 5e nouvelle intitulée Quête. Le narrateur décrit 3 personnages, Samou, Lemou et l'homme qui ne parle pas, l'homme silencieux, n'est-ce pas? Alors, le trio là est à la quête de la compréhension du monde, de l'homme. Sûrement pour répondre aux questions que nous connaissons, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, n'est-ce pas? Alors, ils ont des préjugés ethnicistes sur un peuple appelé les Torogo, des hommes aux mœurs particulières que les Tchoubalo, présentés comme les vrais pêcheurs, cherchent à tuer. Donc, ils suivent donc un fleuve. Ce fleuve pour aller à la recherche du savoir en usant de produits hallucinogènes, ce qu'on appelle le Kumbedjara, d'accord? Et ils rencontrent plusieurs adjuvants, des aides sur leur parcours. Et à la fin, ils découvrent que cette quête de sens, c'est dans l'individu. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à Candide. C'est dans l'individu, c'est dans le cœur, dans cette flamme que les hommes laissent s'éteindre. Hein? Que les hommes laissent s'éteindre. Et il dit qu'il doit raviver. C'est donc, et je le cite, hein, il dit, c'est donc une guerre contre la misère de l'âme, la sécheresse des cœurs, la misère des âmes, la trompeuse figure des idéaux et des religions opium. Parce qu'il y a un moment, ces gens-là, ils vont, pour peut-être comprendre ce qui se passe, s'enivrer de produits hallucinogènes. Et le réveil est beaucoup plus brutal, les réalités sont là. Mais ils vont finir par comprendre qu'il faut sûrement peut-être rester sur place, cultiver son jardin, pour ne pas dire comme Voltaire dans Candide. Et la nouvelle suivante, c'est Le clan des fauves. Le clan des fauves, un titre très évocateur qui permet à Cheikh Sow de décrire le rapport problématique des hommes par rapport à la nature, par rapport aux animaux. On pourrait sous-titrer cette nouvelle entre braconnage et zoophilie. Ouais. Entre braconnage et zoophilie. Pour dénoncer ce rapport problématique, ce rapport malsain des hommes vis-à-vis des animaux sauvages, il va mettre en scène deux clans dans une communauté, les Badiogos. Les Badiogos, au sein de ce clan, il y a 2 clans rivaux, les Banta et les Koro. Les Banta sont des gens peu recommandables, dont les compagnies sont problématiques, dont les compagnies, la présence pose toujours problème. Des gens aux mœurs bizarres. C'est l'occasion pour Cheikh Sow de dénoncer les travers de cette société traditionnelle qui s'adonne volontiers à la pratique de la dot. Donc, les Bantas vont réclamer une dot très forte à un Koro. Les Koros vont réclamer une dot très forte pour donner leur fille à un Banta qui tombe amoureux. Habituellement, les Bantas et les Koros ne se marient pas. Mais l'amour, l'attirance va pousser Djukin à épouser une Koro. Et comme la dot attendue n'est pas à la hauteur de ce qu'on... Alors, ils vont venir réclamer leur fille. Ils vont venir. Voilà. Et même, et vraiment, les thèmes sont crus. Et bon... il faut payer et
les Bantas sont des gros sorciers. Djoukine, pour échapper, pour éviter le rapt, le retour de sa femme, la séparation, il va transformer sa femme en panthère. Transforme sa femme en panthère. On voit la relation avec le titre. Voilà. Et elle va être vendue. Il va capturer la panthère et cette panthère va être vendue par un toubab qui aime bien s'occuper des animaux, mais qui les met en cage. Et voilà une histoire qui va connaître une fin tragique. Le toubab pense protéger les animaux, mais le Djoukine qui veut reprendre sa femme revient réclamer. Il dit mais j'ai déjà payé. Et voilà des coups de fusil. C'est la mort des panthères. Mais les panthères sont supposées redevenir des hommes. Alors entre rationalité et irrationalité, en tout cas, les regards se superposent pour nous mettre en face de problèmes de traditions parfois mal vécues. Parce que là, il tire fortement à boulet rouge sur cette société traditionnelle qui a des pratiques vraiment d'un autre âge. Le cimetière des masques. Le cimetière des masques. Cette nouvelle fait que j'affirme que Cher Sow, c'est en même temps Senghor, Césaire, David Diop et Cheikh Alouna. Parce que c'est comme si il y avait plusieurs voix. Cher Sow à lui seul est une voix est une voix qui fait la polyphonie. Je dirais pas polyphonie, je dirais des voix chorales. Chaque voix est distincte. Ouais, un maître d'orchestre. Voilà. C'est plus qu'une polyphonie. C'est quand à lui seul, il est tout le monde en même temps. Et il est unique en même temps. C'est très difficile de définir Cher Sow. Parce que quand on se dit, ah tiens, c'est une nouvelle. Oui. Mais c'est un écrivain engagé. Oui, c'est le propre des grands écrivains. C'est qu'un écrivain engagé. Moi, chaque fois, je dis que s'il y avait une seule œuvre à lire dans la littérature française, et puis ne plus lire quelque chose du tout, ce sera plutôt Les caractères de la bruyère. Moi, je pense que s'il y a des nouvelles à lire, et pour arrêter de lire les nouvelles francophones africaines, ce sera Cycle de sécheresse de Charles Sow. Parce que tout simplement, là, si je suis subjective, c'est celui que je lis, après je dis, mais tiens, j'aurais bien voulu écrire ça. Si j'avais écrit, j'aurais voulu écrire quelque chose comme ça, exactement comme ça. Parce que justement, il est perfectionniste. Pourtant, on a l'impression que c'est quelque chose de très léger, mais au fond, c'est une profondeur de travail. Il y a beaucoup de travail derrière pour proposer une telle légèreté et une telle profondeur en même temps. Oui. Perfection dans la syntaxe, perfection dans le vocabulaire. Ah là là, le lexique, il est délicieux. Et dans le cimetière des masques, il a, avant l'heure, revendiqué la paternité des masques pour les Africains et que les masques reviennent aux Africains. Dans le cimetière des masques, ce sont les musées. Les musées où on veut enterrer les masques. La culture. On veut enterrer la culture. Et ces musées, ceux qui emmagasinent, ceux qui clouent ces masques sur du bois autour d'un marbre, ou bien sur du bois entouré de marbre, ces personnes n'ont rien à voir avec ces masques. Et les masques, ils les considèrent comme des objets pour s'enrichir. D'ailleurs, ils sont enrichis grâce aux masques. Les masques volés. Le personnage principal de cette nouvelle, il a préféré mourir. Mourir et rejoindre ses ancêtres. Oui, il devient Dieu. Au lieu de vivre et de supporter et d'avoir ce supplice de voir ces masques méprisés, piétinés, dénaturés, et que surtout avec la complicité de ceux qui étaient censés les défendre. Oui. Dans cette nouvelle-là, le personnage a payé de sa vie. Bien sûr,
il a sanctionné. Mais il a sanctionné négativement ceux qui nous ont dépossédé des masques, mais lui aussi, il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Ce sont les forces de l'ordre qui lui ont tiré dessus. Les forces de l'ordre, c'est nous, les Africains, qui avons revêtu l'uniforme importé d'Occident. Le cimetière des masques, c'est cette douloureuse situation où les Africains méprisent ce qu'ils sont, parce qu'on leur a appris à le faire. Avant-dernière nouvelle, le récit des vents. Alors, ce récit des vents, c'est toujours dans la continuité de ce qu'Innocent dit. La mort de Samba Gello, le Torodo, par la trahison d'un serviteur. Encore une fois de plus, sécheresse de cœur, un cycle de sécheresse, méchanceté, cruauté. Ce personnage-là est un héros. Il va être trahi par quelqu'un qui se prétendait être un fidèle serviteur. Donc, il va traverser le désert. Le désert est une sorte de personnage, une sorte de personnification. Si tu veux, c'est une sorte d'épopée. Oui. C'est une traversée épique du désert, les vents qui soufflent, d'accord? Et il se fait accompagner par Bassam, ce fidèle serviteur-là. Mais Bassam le jauge. À un moment, il se prétend malade, il a faim, il a soif. Et comme ils y sont allés avec le Samba Gello, avec un chien, à un moment, il prétend qu'il va mourir, qu'il a faim, qu'il a soif. Mais Samba Gello lui dit d'attendre, il se retire, il vient, il lui amène du sang frais, etc. C'est après qu'il découvre que le Samba Gello a tué son chien pour lui donner à boire. Il continue comme ça, quelques temps après, même chose. Samba Gello va et lui amène à manger. Mais il mange, il ne sait pas que c'est une partie de son corps qu'il lui a donné. Et c'est comme ça que ça se répète jusqu'au moment où il découvre et il affirme à Samba Gello, mais tu es un héros, mais j'ai fini par devenir plus héros que toi, puisque j'ai réussi, tu vas mourir. Donc c'est une trahison qu'on ne comprend pas, qui montre encore une fois de plus cette sécheresse de cœur, c'est un autre cycle de sécheresse, avec le trait de Bassoum. Cette sécheresse du cœur des hommes traverse la nouvelle. C'est le désert, l'inconnu. Mais ce n'est pas cela qui va tuer les deux compagnons, c'est plutôt la lâcheté. D'accord? Encore une autre métaphore. Oui. Voilà. On va peut-être terminer par la dernière nouvelle, l'exil et le combat. L'exil et le combat. L'exil et le combat nous permettent de voir les caractères, les qualités de poète de Chekso, d'historien. Oui. Parce que l'exil et le combat, c'est le regard d'un poète sur le passé tumultueux de l'Afrique. Il va poétiser cette douleur de l'arrachement des Noirs à leur terre, ce drame, ce voyage des captifs dans l'inconnu. Il va le présenter sous forme très poétique pour nous redonner cette conscience historique dont on a besoin pour construire l'Afrique. Et à partir de cette conscience historique, où on réalise qu'on ne peut plus rêver, les captifs ne peuvent pas rêver. Alors ils vont s'accrocher à leur culture, à la culture africaine. Culture symbolisée ici par le tambour, le tam-tam, le rythme. Et effectivement, c'est un trait culturel qui définit les Africains, le rythme. Senghor parlait de ce rythme dans ses poèmes. Et que c'est grâce à ce rythme qu'ils vont se reconstituer pour se muer en combattant de la liberté. Très bien. C'est à partir de là donc que le poète va rendre hommage à tous ces combattants de la liberté. Il le cite en premier Fidel de la Havane, et Fidel Castro, les combattants en Amérique latine, les combattants en Angola, il va les nommer et il va exhorter donc à ce combat qui est la solution finale, la solution ultime. Et au-delà de la question de la lutte entre races, cette lutte va prendre la forme de lutte de classe. Et les opprimés, on les retrouve partout. On les retrouve chez les Noirs, on les retrouve chez les Métis, on les retrouve chez les Blancs.
Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est une question d'intérêt. Et les oppresseurs, on les retrouve dans toutes les races. Et là, pour rejoindre le thème de la sécheresse, c'est la sécheresse de cœur, ces gens avides, qui veulent dominer, qui veulent exploiter l'homme. C'est d'ailleurs le liant de toutes les nouvelles. Oui. Bon, on va terminer, mais je sais qu'Innocente, tout comme nous, nous n'avons jamais compris pourquoi ce grand écrivain-là n'a pas l'aura qu'on devrait lui donner. Il mérite une meilleure... Je vais laisser Innocente, je le sens pousser son cri concernant, et on va terminer par là. Il mérite d'être très connu. Oui, malheureusement, je ne peux pas, j'aurais jamais assez de temps pour parler de cher Charles Sow. Mais je pense que son nom suffit largement à nous dire qui est l'homme. Cher, c'est une civilisation. Charles, c'est une autre civilisation. Oui. Et Sow aussi, c'est une autre civilisation. Wow. Je pense que c'est la synthèse des valeurs humanistes, des valeurs positives qu'on trouve partout dans le monde, qui se retrouvent chez cher Sow. Et c'est dommage de le voir aussi discret. J'ai jamais rencontré un écrivain qui se fait autant oublier. Oui. Et que l'on oublie. Et que justement ce que je voulais dire, et qu'on voit aussi que les travaux ne sont pas faits autour de son œuvre. Lui, il peut choisir d'être discret, mais nous avons le devoir d'en parler à toutes les générations, d'en parler à toutes les cultures, d'en parler à toutes les civilisations. Et il faudrait que les élèves se retournent vers cher Charles Sow. Et là, ils verront qu'il y a un trésor qui n'est pas dévoilé et qui n'est pas partagé, malheureusement. À travers cycle de sécheresse. Oui, à travers cycle de sécheresse. C'est très riche. Très riche. Et comme un visionnaire, tous les problèmes d'actualité qu'on évoque aujourd'hui sont déjà présents dans le cycle de sécheresse. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, elle l'a dit, nous n'avons pas le temps de revisiter, de vous parler de ce grand homme qu'est cher Charles Sow et de cette œuvre. Nous vous recommandons, adultes, enfants, élèves, de lire cette œuvre-là. Vous aurez beaucoup appris sur la nature humaine et sur ce qui est en train d'arriver en ce moment concernant la sécheresse des cœurs. Nous passons à la deuxième partie de notre émission, c'est-à-dire la visite que nous avons faite à l'IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle de Siban. Bonjour chers téléspectateurs de Label d'Expression. Merci une fois de nous suivre dans cet arboretum. C'est cet espace de pharmacopée et de médecine traditionnelle. Après avoir rendu visite à Madame la directrice et à Monsieur le directeur adjoint, aujourd'hui nous sommes là pour visiter cet espace-là. Et je suis avec un monsieur qui fait partie de la maison, monsieur qui va nous servir de guide parce que c'est un spécialiste. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui. Je suis Koumbanik Jordan, technicien supérieur de recherche et botaniste en herbe à l'arboretum de Siban. À l'entrée, on voit ce tableau-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire avant qu'on vous suive? Ce tableau représente le plan de masse dans notre jargon forestier de cette forêt. Et sur ce plan de masse, vous avez, c'est vrai qu'il y a des mousses dessus, vous avez des carrés, voilà. Et dans chaque carré, vous avez les différents noms des essences plantées à l'origine, avec leur date de plantation. D'accord. Voilà. Ah, donc d'accord. vous allez voir que vous avez des opprimés, vous avez bien d'autres essences. Et surtout pour dire que dans les différents carrés, il y a eu, vous avez vu les divisions. Ici, le carré n'est pas divisé. Ici, il est divisé en deux. Ça veut dire qu'il y a deux essences plantées à l'origine. Et là-bas, vous allez voir divisé en quatre. Ça veut dire qu'il y avait 4 essences de plantées. D'accord. Et là, nous sommes dans les années 1932. D'accord. Donc, vous essayez de voir. Mais sauf qu'aujourd'hui, la configuration a changé. Parce que vous voyez bien qu'ici, les parcelles ont été aménagées, mais n'avaient pas été plantées. Sauf que la forêt les a envahies. Donc, ce qui fait que la configuration à l'ancienne n'est plus.
parce qu'il y a bien des essences spontanées aussi qui ont poussé. Chers téléspectateurs, suivez-nous, hein, n'ayez pas peur, il n'y a pas de risque qu'on rencontre un tigre. Venez. Donc pour dire ici c'est Irvinja gabonensis. D'accord. Donc c'est celui qu'on appelle le manguier sauvage. Ah, celui qui produit, si vous avez entendu parler de l'Odica. Ah, d'accord. Voilà, des mangues voilà, qui sont charnues, comestibles. Et avec ces amandes, on élabore l'Odica. D'accord. Qui permet de faire des sauces. D'accord. Voilà, pour un condiment alimentaire. Donc ça c'est le nom de la famille, Irvinjacées. D'accord. Et ici, vous avez son nom familier, comme on l'appelle, manguier sauvage. Et en bas, vous avez les usages que on peut en faire, donc soit de l'arbre lui-même ou bien des fruits. D'accord. Voilà. C'est pas ce qu'on voit par terre, là? Non, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt les fruits d'un fucus. Parce que vous avez vu là, il est envahi. Il y a un fucus étrangulaire autour de lui. D'accord. Et cette espèce rapporte bien son nom. Vous avez vu, autour, il y a comme des racines. Enfin, il est envahi par un fucus étrangulaire, donc qui porte bien son nom, qui a pour vocation de tuer au support et prendre place. Donc c'est lui qui laisse tomber ces fruits. Vous avez vu, si vous regardez tout en haut, ce sont les fruits du ficus. Voilà. Donc à la longue, il y a risque peut-être que cet arbre-là meure. Voilà. Ok, d'accord. Allez, là. Bon, on va continuer. Vous disiez? Vous voyez bien que c'est un écosystème forestier. Et ces mille pattes-là font partie, n'est-ce pas, des décomposeurs. Donc vous voyez bien qu'ils vont se nourrir de. Il y a des feuilles, il y a des arbres, des fleurs. Il n'y en a pas au point de constituer un danger pour les gens qui viennent découvrir cet espace. Il faut de la prudence. Il faut de la prudence. Vous voyez bien que vous voyez comment les espaces sont aménagés. Parce que nous faisons beaucoup de promotion environnementale. Donc nous recevons les gens de tout âge ici. Donc il faut bien un minimum de sécurité. Pour éviter, surtout pour ce qui est du serpent. Vous savez que lui c'est le reptile qui fait peur par excellence. Et on voit d'ailleurs voilà. Donc effectivement, on expérimentait la culture des essences exploitables. Donc il y avait des essences locales et des essences aussi, des essences exotiques, donc venues d'ailleurs. Donc on a laissé compétir ici. Et ce qu'on a constaté, c'est que les essences locales ont pris le dessus sur les autres. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a un livre qu'on appelle le parcellaire, qu'on peut retrouver dans un des instituts scénaristes, donc qui a fait qu'on puisse réhabiliter cette forêt donc, par rapport à la configuration au départ. Donc c'est pourquoi vous voyez, voilà, c'est tracé comme vous avez vu sur le tableau, voilà, différents carrés et des parcelles. Là, je vois des arbres, il y a des soucis quelque part, des arbres sont tombés à la suite d'un orage. Effectivement, il y a eu des grands orages qui ont secoué déjà toute la province de l'estuaire, beaucoup des étudiants de l'USTM, des eaux et forêts. Donc ils viennent faire des travaux pratiques ici. Donc pour ce qui est mensuration, ils vont identifier certains individus qu'ils vont marquer et mettre les mensurations avec des numéros et qu'ils passeront chaque fois venir prendre des mensurations, voir la croissance en termes de diamètre. D'accord. Voilà. D'accord. Et vérifier la bonne santé des essences. Effectivement. D'accord. Par exemple, là où nous avons dépassé, ce sont les carrés des opprimés. Quand vous regardez, il n'y a plus que des opprimés. Il y a bien des essences spontanées aussi qui ont poussé. Bon, aussi, il faut dire qu'il y a aussi ce phénomène de dissémination, parce qu'on a encore quelques animaux ici, et donc qui ont favorisé cette configuration de la forêt. Donc, il y a des arbres fruitiers et des fruits qui sont transportés par des oiseaux, par des animaux, donc pour aller coloniser les autres carrés. C'est donc pour laquelle vous voyez aujourd'hui, la configuration du phare a changé. Parce que quand on regarde, c'est vrai que les opprimés sont encore dominants, mais il n'y a plus que les opprimés. C'est qu'on voit que ce n'est pas fermé. Effectivement, c'est fermé, il n'y a pas de clôture, mais la clôture est en partie. Parce que si nous allons à la périphérie là-bas, il y a une espèce de clôture, mais pas vraiment. Donc ce qui fait que c'est toujours perméable. Et donc il y a la forêt exposée, n'est-ce pas, à un anthropisme
on va même dire morbide. Parce que l'action de l'homme sur les arbres, par exemple, pour prélever les écorces, finissent par tuer l'arbre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, les espèces comme les feuilles d'emballage, que nous appelons les marrons passés, celles-là encore ont une faculté de régénération. Cependant, les arbres, ce n'est pas la même chose. Dès qu'il est très prélevé, il finit par mourir. Et nous en verrons bien les autres. Donc ici, vous voyez que à observer le système racinaire, nous voyons qu'il est superficiel, il n'est pas profond. Et donc ce qui fait que la majorité des racines sont pivotantes et ce qui fragilise l'arbre lorsqu'il y a des grands vents. Et comme vous pouvez le voir ici, vous allez voir que les racines ne sont pas vraiment en profondeur, mais plutôt pivotantes. Et c'est dû à quoi? C'est le sol qui est comme ça? Et là, je crois qu'il y a aussi le sol qui doit empêcher, n'est-ce pas, que les racines puissent aller en profondeur. Ce qui est de la médecine traditionnelle varie au niveau du Gabon, varie en fonction des communautés, n'est-ce pas, des pratiques des différentes communautés. Certains vont, un exemple, certains vont utiliser par exemple cette feuille pour se soigner. Ce sont des exemples, pour se soigner de la toux. Cependant, dans une autre localité, les gens vont l'utiliser par exemple pour faire des bains de purification. D'accord. Voilà. Donc souvent, ça varie d'une contrée à une autre. Mais c'est tout l'intérêt de mutualiser les efforts, les connaissances pour faire un produit qu'on peut utiliser partout. Ce qu'une communauté ignore, l'autre communauté sait. Effectivement, et c'est un peu dans ce sens-là que par le passé, nous avons bien voulu, bon pas moi, je crois le directeur, on acquiert ce savoir-là. Alors donc ici, comme vous l'avez dit, le grand problème c'est le risque de braconnage et il n'y a pas de solution. Puisqu'il n'y a pas de vigile de nuit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puisque de toute façon c'est ouvert. Est-ce qu'il y a déjà eu une demande dans ce sens-là pour fermer cet espace? Ou là, c'est à la direction de répondre à cette question? Vous voyez, ça veut dire que les télévisions étrangères connaissent quelquefois mieux que nous ou montrent plus d'intérêt dans la gestion de nos essences. Surtout, Ça c'est un peu choquant. C'est vraiment choquant. Bon, j'espère que cette tendance-là va changer. De toute façon, aujourd'hui, on est obligé de changer parce que on va parler de l'instant de la pandémie qu'est le Covid-19. Je pense que dans ce sens-là, le Gabon a quelque chose à présenter. Comme l'a dit Senghor, un poète, lors du rendez-vous du donner et du recevoir, le Gabon a quelque chose à présenter. Donc, comme il y a beaucoup d'essence, le Gabon, normalement, comme me l'a dit Madame la directrice et le directeur, vous qui êtes spécialiste sur le terrain, il y a des chances que le Gabon puisse trouver des réponses à ces pandémies-là, notamment, par exemple, le Covid-19. Oui, effectivement, parce que déjà, il faut une réponse. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Et c'est une occasion salutaire que je crois le gouvernement a prise, parce que je crois qu'au départ, je ne sais pas si la communauté scientifique a été... Bon, je ne parlais pas de la communauté scientifique, mais si... Parce que je crois bien qu'il y a un organe de régulation qui est le COPIL. Mais je crois que dernièrement, le Premier ministre a invité l'ensemble des chercheurs, et je crois aussi les praticiens. Et c'est ce qui est salutaire, parce que tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à présenter. Les frères ouest-africains, souvent, ils ont ces cartes et nous allons les voir, nous allons les sortir. En l'occurrence, le Douka, le Moabi, qui sont des grands arbres, qui ont des fruits comestibles. Et avec ces amandes,
on élabore effectivement du beurre, qu'on appelle du beurre de Moabi, du beurre de Douka. On peut aussi donc ces beurres-là utiliser, même en cuisine, donc dans la gastronomie. Les gens qui ne font que grignoter, voilà, si vous voulez, l'espace forestier. Et donc si rien n'est fait, dans un futur proche, cette forêt, je crois, est vouée à l'échec. Parce que les gens entrent par là? Oui, déjà les gens rentrent par là, vous voyez qu'il y a une... Mais oui. Et juste devant, après cet arbre-là, ce sont les toitures que vous allez apercevoir. Et c'est par là que les gens entrent et sûrement... Il y a plusieurs entrées, pas seulement par ici. Il y a plusieurs entrées dans... C'est par là qu'ils passent donc pour venir commettre leur forfait. Voilà. Qui, juste à côté, ceux qui font du jardinage, qui font la culture de maraîchère. Et si vous regardez bien, de l'autre côté là-bas, il y a des gens qui sont en train de construire. Et là, c'est aux décideurs, nous n'avons pas assez de force. C'est aux décideurs de taper du poing sur la table et puis stopper ça, sinon cette forêt... moi, j'aimerais bien rencontrer M. Lee White, pour une interview pour lui parler de ça, parce que ça sont des espaces. Effectivement. C'est un trésor, cet espace-là. Je crois bien que trésor préservé. Il connaît bien ce site. Parce que... Mais peut-être qu'il y a des priorités ou bien... Peut-être que quelque chose est en train de se faire avec ce monsieur-là, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Déjà une cartographie aérienne pour les répétitions, parce qu'il est venu avec... Face à l'arbre le plus grand. Et le plus ancien. Et le plus ancien. De cet arboretum. D'accord, il est énorme, vous avez vu ces racines qui continuent comme ça. La circonférence est énorme. Elle doit culminer au moins à 25 mètres. Alors, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure, M. Nick. Si la poussée elle est transversale, celle-là, je pense que parce qu'elle est grande, elle s'est vraiment étendue sur le... Exact. Et je pense que cet arbre-là est vraiment bien implanté. Il est bien implanté. Ah oui. Alors, je sais que pas loin d'ici, il y a ce qu'on appelle l'arbre à 4 mains. Pourquoi l'arbre à 4 mains? Parce que les téléspectateurs comprendront que cette heure-là, on a du mal à accéder à ça. Simplement, il a des cadenas autour. Des cadenas que qui a mis là-bas? Ce sont des personnes qui viennent accrocher ces cadenas. Et pas aussi des profanes. Parce qu'il y a des personnes qui savent comment échanger avec les arbres. Donc, en fonction de la sollicitation, donc en fonction du problème que vous avez. Parce que vous savez, la médecine à travers les plantes a plusieurs niveaux. Il y a le côté ésotérique. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que, déjà dans la croyance de l'homme, que dans l'arbre étant un organisme vivant, ça veut dire que ce qui le vivifie, il devait avoir un esprit. Un peu comme les croyances des panthéistes à l'époque. Voilà. Donc du coup, dans cet esprit-là, on peut, donc lorsqu'on vient attacher, mettre un cadenas, c'est en fonction du besoin d'un patient. On vient invoquer l'arbre. Voilà, qui viendra évoquer avec des présents, voilà l'esprit de l'arbre, et ensuite accrocher le cadenas, par exemple, pour sceller votre nuit. Est-ce que c'est une essence spéciale, c'est un arbre spécial? C'est juste un arbre choisi comme ça au hasard? Non, ce n'est pas un arbre choisi au hasard. C'est vrai qu'il y a, comme je disais, qu'en fonction des coutumes et des régions. Donc il y a des peuples qui utilisent celui qui est là. On l'appelle le Dubosia macrocapa. Ah d'accord. Et les fleurs. Le nom scientifique. Voilà. Toujours et compliqué. Son nom enfant, c'est Akap. Et déjà Akap, enfant veut dire attaché. Donc vous comprenez déjà la relation. On voit la relation. Maintenant, chez d'autres ethnies, ils vont utiliser celui qu'on appelle le Distemonanthus bentamianus. Donc, en langue, on l'appelle le mouvengi. C'est un arbre rouge et je crois qu'en ressortant, nous allons le voir. Il a une écorce rougeâtre. Voilà. Et donc, sur lui, que les gens, certaines personnes, voilà, viennent, ils mettent des cadenas. Donc, sur l'arbre là, je pourrais aller mettre mon cadenas pour que ma femme me donne chaque fois beaucoup d'argent quand j'en veux. Vous ne pouvez pas aller seul en tant que profane. Ah, d'accord. Il faut bien un connaisseur. D'accord, je viendrai vous voir alors pour ça. Très bien. D'accord. Piptadinastrum africanum. Son nom commercial, c'est le Dapema. Donc vous voyez, lui, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il est traumatisé. Ce sont les écorces. Ce sont les gens qui viennent prélever.
Et comme il n'a pas cette faculté de régénération de corps, donc automatiquement il est attaqué par les termites. Oh là là. Et c'est généralement ce qui fait que après finit par être emporté. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on va faire. Voilà. Et si vous voyez qu'il a été prélevé, que l'écorce a été prélevée, cela sous-tend que cette écorce est utilisée pour quelque chose. Voilà. Et comme on dit toujours, il ne suffit pas de recevoir une information selon laquelle les écorces de cet arbre-là, ou bien cet arbre-là, surtout, voilà, cet arbre-là traite telle pathologie. L'information n'est pas suffisante. Lorsqu'on vous dit cet arbre-là traite telle pathologie, il faudrait que l'informateur vous donne la partie utile. Elles sont les écorces, elles sont les racines ou les feuilles. Et quelle est la méthode de préparation? Est-ce par décoction, est-ce par infusion, est-ce par macération? En fait, c'est tout ça qu'il faut avoir. Sinon, vous serez en train de vous intoxiquer. Absolument. Parce qu'on vous aurait dit que bon, voilà, cet arbre-là guérit tel peu. Je vous avais demandé s'il y avait des arbres fruitiers. Vous tenez entre vos mains un fruit. Pour savoir comment il s'appelle et à quoi ça peut servir. C'est le fruit de l'Anthrocarien Craneanum. D'accord. Et donc c'est son fruit. Et à maturité, il devient jaune. D'accord. Voilà. Et la saveur, on va dire, il varie entre l'acidité et la sucrerie. D'accord. Voilà. Et riche en vitamines C probablement. Probablement, en vitamines surtout C. Et donc, surtout pour les peuples de forêt, bien quand vous faites une expérience des randonnées en forêt, ces fruits, souvent, lorsque vous les prenez, ont tendance à vous faire saliver abondamment. Voilà. Donc, stimuler les glandes salivaires. D'accord. Donc, voilà. Et à part lui, dans cette forêt, nous avons toute une diversité d'arbres fruitiers. D'accord. Nous avons à côté de lui, nous avons l'Oduka et le Moabi. Nous avons le Gambea, voilà, Africanum, qui sont aussi des fruits de forêt comestibles. Et nous avons aussi le Dacryodes buteneri, donc on appelle communément l'Ozigo. D'accord. Voilà, c'est la tangaté de forêt. Ah d'accord. La question que sûrement mes éditeurs voudront, mes téléspectateurs voudront savoir, c'est est-ce que ici, ça c'est de vous à moi, on va dire, ils ne vont pas entendre. Ouais, mais je les connais. Hein. Est-ce que ici, il y a des essences aphrodisiaques? Beaucoup. Ah. Bon, je suppose que vous ne donnerez pas les noms, parce que vous dites qu'il y a des enfants qui écoutent. Si, je peux vous donner un nom, mais sauf que même en donnant le nom, il sera difficile parce que ce sont surtout des noms scientifiques. Voilà. C'est vrai qu'il y a des noms en langue, mais je ne peux pas aller dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que j'espère que rien que pour ça, les gens viendront en masse ici pour visiter. Oui, ils vont visiter. Déjà que tout en visitant, ceux qui connaissent reconnaîtront, mais ceux qui ne connaissent pas passeront à côté. D'accord. Mais ils viendront, justement ce qu'on sait c'est qu'ils viennent, qu'ils voient et s'ils peuvent donner des coups de main ou activer des leviers qui permettent de remettre en état je dirais pas de fonctionnement quoi, en nettoyant les allées pour que les gens puissent accéder, les chercheurs, les scientifiques, effectivement, puissent visiter et tirer le maximum de cette forêt-là sur le plan scientifique, sur le plan médicinal. Voilà une plante, des feuilles qui peuvent servir justement, maintenant qu'on arrive à la fin de notre visite, qui peuvent servir à la régulation du rythme cardiaque, de l'hypertension, voilà. Et qui, utilisé avec certains breuvages, peut servir également d'aphrodisiaque. C'est la Cyanthera africana. Ça s'appelle Cyanthera africana. La Cyanthera. La Cyanthera africana. Voilà. Monsieur Koumba Nick Jordan, je voulais vous remercier
au nom des téléspectateurs d'Expression, qui est une émission culturelle, littéraire à dominante culturelle, mais également qui permet de découvrir le Gabon, pays dans lequel est implantée Label TV, chaîne panafricaine internationale. Voilà, dans le temps, ce qu'on a fait ici aujourd'hui, on voudra bien le faire au Burkina, au Sénégal, en Gambie, partout au Cameroun. J'espère qu'on vivra assez et qu'on aura assez de moyens pour pouvoir le faire. Et montrer les richesses de l'Afrique, ces essences-là qui peuvent nous servir demain et qui vont contribuer à améliorer notre santé. Il y aura toujours la médecine occidentale, mais partir de nos plantes, les utiliser, les proposer à l'Occident, au monde entier plutôt même. Voilà. Je voulais vous remercier vivement pour la peine que vous êtes donnée. Il faudra juste qu'on dise aux téléspectateurs que quand ils viendront, il leur faudra un petit produit anti-moustique. Voilà, nous vous avons aidé aujourd'hui à nourrir vos moustiques. Si nous revenons une autre fois, nous reviendrons avec les produits. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez, comme nous, été séduits par ces nombreuses essences que vous avez vues sur place. Et j'espère nous espérons vous avoir donné l'envie d'aller connaître cet espace-là, cet endroit-là, dans lequel il y a tellement d'essences qui pourraient être utilisées. Aujourd'hui, au rendez-vous de l'universel, on parle de nos essences qui peuvent peut-être permettre de trouver des médicaments, des thérapies pour les pandémies qui aujourd'hui, justement, on trouve partout dans le monde, surtout la Covid-19. Et ça me permet sans transition de passer directement à la toute dernière partie de Souley. Souley, tu nous as promis de nous parler aujourd'hui de l'alternative, de solutions. D'une solution alternative pour venir à bout. Comme pour beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, cette solution est à proposer. Parce que qu'est-ce qu'on réalise avec cette pandémie, c'est un peu le diktat de la médecine conventionnelle. Elle s'impose un peu trop. Et du côté africain, on a la même timidité. Comme dans les nouvelles de Chekso. Grand-pape disait à ses frères, écoutez, vous pouvez construire vos rêves ici en Afrique. Les Africains aussi ont leurs solutions. Mais j'ai l'impression qu'on les étouffe. J'ai l'impression qu'on ne les laisse pas suffisamment s'émanciper. Souley, toi tu as l'impression, moi j'ai la certitude que c'est ce qui se passe. Voilà. C'est ce qu'on cherche à nous imposer. Voilà. Empêcher que l'Afrique trouve les médications, les thérapies qu'il faut. Il faut que ça vienne des médecins, des firmes pharmaceutiques. Des firmes pharmaceutiques. Oui. Et là, c'est un gros piège. Exactement. Et c'est une négation des valeurs africaines. Cette forêt, par exemple, dans ce pays où nous sommes, elle a peut-être déjà le secret pour la lutte contre la Covid-19. Oui, ce pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, des pays forestiers, comme la Guinée, Sierra Leone, et partout, il y a des émergences timidement, des praticiens disent Madagascar. Venez regarder, venez essayer. Mais les gens dits rationnels, entre griffes, veulent s'imposer, veulent qu'on oublie, qu'on ne pense pas, qu'on ne donne pas la parole à ces petits. Et c'est un problème, c'est un drame. C'est un drame. Parce qu'en fait, l'équation, elle est simple. Un corps solide, donc avec un système immunitaire solide, n'a pas peur du virus. Peut faire face, peut être touché, mais va pouvoir résister. Pourquoi ne pas enseigner? Pourquoi ne pas regarder du côté de ceux qui ont trouvé quelque chose? Il y a problème. À l'IFAMETRA, par exemple. Voilà, dans ici cette au Gabon. visite, ici au Gabon. Il y a un centre que je connais comme ça, Malango, au Sénégal. Voilà, au Sénégal. Mais il y en a sûrement au Burkina, il y en a sûrement partout. En Afrique du Nord également. Voilà. Souley, moi, j'ai envie de me tromper. Oui. Parce que j'ai la conviction que, justement, on ne veut pas soigner avec ce que nous avons déjà en Afrique. Oui. Les lobbies pharmaceutiques sont là parce qu'ils ont besoin de bénéfices. Ils veulent leur argent, ils veulent s'enrichir. Et parallèlement, nos gouvernants sont fébriles.
Peut-être parce qu'ils reçoivent de l'argent de je ne sais où. Alors, ils n'ont pas envie de contrecarrer les activités de ces lobbies-là et de se voir refuser l'argent dont ils ont envie. Et pourtant, cet argent ne leur servira à rien. Parce qu'ils ont déjà tellement pris. C'est une sécheresse. Voilà. Sécheresse. Alors, je pense que, voilà, j'espère que je n'ai pas raison. J'espère que je n'ai pas raison, mais je suis certaine, malheureusement, qu'ils ne veulent pas que les résultats et les solutions viennent d'ailleurs. Moi, je pense quand même, aujourd'hui, il faut qu'on change d'attitude. Oui. Il faut que l'Afrique arrête de constater et peut-être de pleurnicher ou de gémir dans l'intimité des salons ou des émissions. Oui. Il est temps que l'Afrique se lève et arrache. Mais oui, ces acquis-là, il est temps. On a vu, je donne un exemple, ça fait un peu au sujet. Quand on parle aujourd'hui du franc CFA, qu'on ne veut plus voir, d'une nouvelle monnaie, mais on donne l'impression quelquefois que ce sont les grands qui ont décidé de se départir du franc CFA, alors que c'est une lame de fond qui est venue du peuple, des humbles. C'est la même chose qu'il faudra faire. Exact. Il faudra que ça vienne du peuple. Parce que comme l'a dit Innocent, quelquefois on a l'impression qu'en haut, les soucis ne sont pas les préoccupations des dirigeants. Ton analogie est juste. C'est dans tous les secteurs, dans tous les domaines, on voit que c'est l'imitation servile qu'on impose, qu'on veut imposer à tout le monde. Et là, on ne peut pas continuer dans l'imitation. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est une insulte à l'intelligence africaine. Absolument. Et qu'il faut dénoncer cela. Et comme tu le dis, la mollesse ou la timidité des dirigeants est révoltante. Ils sont fébriles. On ne peut pas. Il faut laisser le génie africain s'exprimer. Ou bien, Souley, il faudrait peut-être laisser ceux qui sont faibles mourir. Après, tout le monde sera immunisé et la vie va continuer. La sélection naturelle. Moi, c'est ce que je refuse. J'ai du mal au moment où je vous parle. Et c'est ça. Parfois, comme elle le dit, c'est parfois l'impression qu'on a. C'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Mais vous n'avez pas l'impression que ceux qui nous donnent... Laissons les faibles mourir et puis après, les autres vont continuer. Vous n'avez pas l'impression que ceux qui ne proposent pas ces médicaments-là, peut-être qu'ils les prennent. On a vu des gens, par exemple, qui disaient que cette maladie n'existait pas. Des gens qui disaient que le port du masque est inutile. On les voit aujourd'hui. Porter des masques. Les médecins ont perdu leur latin. Sans compter que les arguments qu'ils avancent souvent en termes de posologie, on n'a pas vérifié, on n'a pas fait suivant les dosages, etc. Mais il y a des médicaments qui ont eu l'homologation, qui ont eu tous les accords, mais qu'on est obligé de retirer des rayons de pharmacie après 5 ans, après 10 ans d'utilisation. Pourtant, ils sont passés par tous les tamis. Toutes les étapes. Par toutes ces étapes, donc il n'y a pas de science dévolue simplement, réservée simplement à la médecine conventionnelle. Il faut laisser la possibilité aux autres, aux petits, de s'exprimer. Parfaitement d'accord avec toi. Innocent, c'est aussi ton avis? Oui, en plus de la sélection naturelle. Chers téléspectateurs, on en rit, mais c'est pourtant dramatique. C'est dramatique on en rit parce que si à comprendre ce qui se passe. De façon, Paul, on en rit parce que si on n'en rit pas, on finira par pleurer. Il faut rire d'ailleurs. On va en pleurer. Oui. Voilà. Et quand ça dépasse le pleurer, il vaut mieux rire. Mais oui. Il vaut mieux rire. L'humour, c'est une forme de résistance. Et de résistance. Mais voilà, j'espère que tout le monde va comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'esprit des Africains. Une révolte qui est en train de s'ouvrir, le refus d'accepter ce diktat de l'Occident concernant les médicaments, les médications, les thérapies qu'on peut trouver concernant la Covid-19, concernant toutes les pandémies qu'on a actuellement et peut-être qu'on aura dans le futur. Voilà. Mes chers compagnons, merci. Innocent Kouan, merci. Merci Paul. Souley. Merci Souley. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons terminer par justement ces notes de révolte, de rébellion de toute mon équipe. Et d'espérance. D'espérance, oui. D'espérance. C'est surtout cela, l'espérance, parce que la jeunesse, le petit peuple est en train de se réveiller. Et ne pas tenir compte de ce réveil, c'est foncer droit dans l'échec. Ce n'est pas pour revenir sur cher Charles Sow, mais on voit sur la première de couverture la sécheresse, mais on voit au loin
des plantes, des arbustes sourdes de cette terre-là. Exactement. Le rêve est permis, l'espérance est encore notre force. Bien sûr. Mais merci pour cette note d'optimisme. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous le cycle de sécheresse de Cheikh Charles Sow. Et exactement ensuite, dans la deuxième partie, la visite de l'IFAMETRA de Siban. Et nous avons terminé par la chronique de Souley, les solutions alternatives pour éviter, combattre, sortir de la Covid. Si vous regardez bien, vous verrez que tout est lié dans cette émission-là, de cycle de sécheresse à la dernière partie de notre émission. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous verrez apparaître au bas de l'écran le numéro de téléphone du service commercial. Appelez-nous, donnez-nous votre point de vue. Vous voulez vous faire connaître, appelez et on nous mettra en contact et on vous recevra. On préparera ensemble l'émission et on vous recevra. Appelez-nous, likez nos émissions. Ça passe après dans YouTube. Merci de nous suivre et de nous montrer que vous nous soutenez. Passez une excellente nuit. À bientôt. Au revoir.